Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 9. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous raconte 3 à 5 histoires vraies ou fausses, mais flippantes. N'oubliez pas, si vous voulez me raconter vos histoires, je vous laisse l'adresse email du site. On va commencer. C'est parti. Je les sens. Ils sont là. En permanence. Ils font de ma vie un enfer. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai toujours vécu dans cette maison et d'aussi loin que je me souviens, je n'ai connu que le silence et la paix. Mais du jour au lendemain, tout a changé. Ils ont commencé à se manifester. J'en ai pas tout de suite pris conscience. Au début, je n'étais que des petites choses que je mettais sur le dos de mon étourderie. Une porte de placard ouverte alors que j'étais persuadée de l'avoir fermée, un verre ou une assiette qui changeait de place, ou encore des rideaux ouverts après que je les ai tirés. J'étais intriguée, bien sûr, mais je vivais seule depuis tellement longtemps que je me suis dit que c'était mon esprit qui me jouait des tours. La solitude, quand on l'a subie depuis autant de temps que je la subissais, finit par grignoter notre santé mentale. Lentement, mais sûrement. Sans aucun contact humain, on perd petit à petit nos repères et tous nos démons, même ceux enfouis très profondément en nous, finissant par ressurgir. Pourquoi est-ce que je m'affligeais cette solitude, me demanderez-vous? Parce que je n'ai pas le choix. Le monde extérieur ne veut pas de moi. Il me l'a bien fait comprendre. J'ai toujours été rejetée et maintenant j'ai peur de l'affronter. Ma maison, cette maison si chère à mon cœur que mes parents m'ont laissée, est mon seul et unique sanctuaire. Je pense sincèrement que la solitude me plaisait. Je m'étais convaincue que c'était ce que je voulais vraiment. Je pouvais vivre à la maison. Je pouvais vivre la vie que je voulais, me concentrer sur moi-même et avoir autant de loisirs que je voulais, sans contrainte, et sans avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. J'y croyais du plus profond de moi-même, mais ces événements ont ébranlé toutes mes convictions. Si j'étais en train de perdre la tête, c'est que cette situation ne me convenait peut-être pas, après tout, et cela n'a fait que empirer. Après les portes ouvertes et les objets qui ont changé de place, il y a eu les murmures. Je les entendais à des moments aléatoires dans la journée, et à chaque fois que cela m'arrivait, je me figeais et je tendais l'oreille, essayant de discerner ce qu'ils disaient. Mais ils étaient inaudibles. Et plus le temps passait, plus ils devenaient forts. Les murmures diffus se sont petit à petit transformés en briefs de conversation. Une voix d'homme, de femme et même d'enfant. Je les entendais par intermittence, très éloignées, comme une radio mal réglée. Les phrases sans contexte ne voulaient pas dire grand-chose pour moi. Je ne devais pas aller le voir avec tout ce qui se passe ici. Je n'ai pas pu, il est absent. Mais le pire pour moi, c'était les enfants. Je les entendais courir dans la maison, vriller aux éclats. Ils me terrorisaient. Et encore plus que les voix. Un jour, j'étais dans ma chambre, tranquillement assise dans mon fauteuil préféré en train de lire, lorsque la porte s'est soudainement ouverte avec fracas. Des bruits de course, des éclats de rire ont envahi la pièce pendant quelques secondes avant de s'éloigner dans le couloir et disparaître. J'étais pâle comme un linge, paralysée de terreur dans mon fauteuil, essayant de toutes mes forces de me convaincre que j'avais rêvé la scène à laquelle je venais d'assister. Mais la porte grande ouverte de la chambre que j'avais sans l'ombre d'un doute fermée me narguait, en se balançant légèrement d'avant en arrière. Je pensais que rien ne pouvait être pire que ça, mais c'était sans compter l'horrible nuit que j'ai passée quelques jours plus tard. J'étais dans mon lit, lumière éteinte et rideaux tirés, presque entièrement plongé dans le ténèbre, si ce n'était le faible rayon de lune qui filtrait à travers les rideaux. Le silence était total, me berçant en me faisant lentement glisser vers le sommeil, lorsque d'un coup j'ai entendu une voix murmurer dans mon oreille. Bonne nuit. J'ai brutalement ouvert les yeux, complètement alerte, pour tomber nez à nez avec un visage qui me fixait dans le noir. Quelqu'un était dans le lit avec moi. J'ai hurlé, en bondissant hors de mon lit. Atterrissant lourdement sur le plancher, et la chose sous mes doigts s'est mise à hurler aussi. Sous le coup de la terreur insoutenable, j'ai complètement perdu mes moyens
Au lieu de fuir, j'ai fermé les yeux et je me suis plaqué les mains autour des oreilles, priant et me balançant devant en arrière, des larmes coulant sur mes joues. Je ne sais pas combien de temps je suis restée prosternée sur le sol à lutter contre la folie qui menaçait de me submerger. Mais quand j'ai eu le courage d'ouvrir à nouveau les yeux, tout était redevenu normal. Le silence était de retour, il n'y avait plus personne. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas mon imagination. Je ne vivais plus seule. Quelque chose avait envahi ma maison. Pourquoi maintenant, après toutes ces années passées dans la solitude et la paix, qu'est-ce qu'il me voulait? Cherchait-il à me faire du mal? J'ai de nouveau été submergée par la terreur et l'angoisse à cette pensée. Je ne voulais pas qu'il me fasse du mal, je voulais juste vivre tranquillement chez moi. Qu'est-ce que j'étais supposée faire? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer et de me mettre l'ordre dans mes idées. Je ne pouvais pas aller chercher de l'aide. Il m'était impossible de sortir, le monde extérieur me terrifiait. La seule solution qui me venait à l'esprit était de faire profil bas, serrer les dents et subir ces phénomènes sans broncher, pour qu'ils ne me remarquent pas. Dieu seul savait ce qu'ils étaient capables de me faire. Je ne tenais pas à le découvrir. Peut-être qu'avec le temps, il disparaîtrait et tout redeviendrait comme avant. Et je me suis accrochée à cet espoir toutes mes forces. Si seulement j'avais su à quel point les choses allaient mal tourner. Les jours suivants, j'ai vécu comme un animal apeuré dans ma propre maison. Je marchais sur les pointes des pieds, essayant de me faire oublier, mais en vain. Les phénomènes ont eu lieu. Au lieu de s'estomper comme je l'avais espéré, empirer. Devenait cauchemardesque. Les portes s'ouvriaient et se ferment constamment, les placards de la cuisine aussi. Les objets changeaient de place et certains se cassaient avec un fracas épouvantable. Les bruits de pas que j'entendais que ponctuels étaient devenus réguliers. Passant parfois juste à côté de moi, je les sentais me frôler, provoquant des frissons glaçants et une terreur indescriptible à leur passage. Les bruits de conversation sont devenus des conversations complètes, comme s'ils étaient dans la pièce avec moi. Moi, je ne voyais personne, je refusais d'écouter ce qu'ils se disaient. Tout ce que je voulais, c'était nier leur existence, mais je n'y arrivais pas. Présence était désormais trop forte, écrasante. Je sentais la fine barrière séparer nos deux mondes se plier presque à céder à la moindre secousse. Au milieu de ce cauchemar, tout ce que je pouvais faire était de me terrer dans un coin de ma maison, mes genoux serrés contre moi, suppliant que tout s'arrête. J'étais au bord du désespoir et de la folie, déchirant entre la terreur que me provoquaient ces phénomènes et ma peur insurmontable de sortir pour m'enfuir. Mais le pire était encore à venir. Au fil des jours, j'ai commencé à les apercevoir, bêtes noires, enterrées, qui débulaient dans ma maison, profanant mon sanctuaire et mon intimité. Le point de non-retour avait été atteint. Il était temps de faire quelque chose. Si je voulais garder ma maison et la paix qui régnait. Il y a quelques jours à peine, je devais prendre mon courage à deux mains et chasser ces intrus, une bonne fois pour toutes. Se cacher n'était plus une solution. Cela n'a jamais été une solution. Forte de ces convictions et poussée en avant par un courage dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence, je me suis dirigée vers la cuisine. Sur le plan de travail était posé un couteau que je n'avais jamais sorti. On aurait dit qu'il m'attendait. Cela n'a fait que renforcer ma détermination. Je l'ai saisi et je suis sortie dans le couloir, là où une silhouette éthérée venait de passer. Je l'ai suivi jusqu'au salon, là où d'autres silhouettes se trouvaient, deux grands et deux petits. En les voyant, tout ce qu'ils m'ont fait subir ces derniers temps m'est revenu en mémoire et submergé. En les voyant, ce qu'ils m'ont fait subir ces derniers temps m'est revenu en mémoire et submergé de rage. J'ai lancé le couteau vers la silhouette la plus proche, suivi par tous les objets que je pouvais saisir avec toute la force dont j'étais capable, en leur hurlant de partir et de me laisser tranquille. Les remue-ménages qui ont suivi, emplis d'un mélange de satisfaction et de peur, tous les ans on s'en sont mis à hurler également, des hurlements lointains et distordus. En quelques minutes, elles ont traversé la pièce, elles ont disparu dans le couloir. J'ai entendu leur bruit de pas s'éloigner, puis la porte d'entrée claquer. J'avais réussi, ils sont partis. Les jambes tremblaient, je me suis laissée glisser au sol, je suis restée
un long moment dans cette position, la tête baissée, savourant ma victoire et le retour du calme et de la paix. La peur me quittant petit à petit, je ne sais pas combien de temps je suis restée perdue dans mes pensées, mais quand j'ai relevé la tête, une nouvelle silhouette se tenait devant moi. J'ai sursauté, j'ai reculé aussi loin que je pouvais, mais je sentais au fond de moi que cette ombre était différente. Elle était entourée de halos de lumière pâle, elle ne dégageait aucune menace. Quand elle a pris la parole, sa voix n'était que bienveillance. Tu dois lâcher prise, c'est leur maison, tu n'as plus à être ici. La mort est très difficile à accepter, mais ce n'est que le commencement d'une autre aventure t'attend. La culpabilité et la honte enfuie au plus profond de moi-même m'ont submergée. Depuis mon accident, je m'étais rapprochée de toute ma volonté simulacre de vie. Je n'avais jamais vraiment compris ce qui s'était passé à part le fait que j'étais tombée dans les escaliers et que ma nuque s'était brisée. Après la chute, je me suis vue allongée par terre, le cou tordu, seule et oubliée. Et quand ils sont enfin venus me chercher mon corps après des jours et des jours, je ne les ai pas suivis. Je suis restée là, dans cette maison si chère à mon cœur, et j'ai essayé de continuer ma vie. Mais je me suis percé une illusion. Je n'ai pas de vie. Je ne suis même pas vivante. À un moment ou un autre, je vais devoir affronter ce qui m'attendait à l'extérieur. C'est une charmante famille, un jeune couple, 2 enfants en bas âge. Ils viennent d'acheter la maison et ils n'aspirent qu'à mener une vie tranquille. Ils en prendront grand soin, je te le promets. Tu peux partir l'esprit tranquille. Au fur et à mesure de ces paroles, la silhouette se précisait. En me concentrant, l'ombre floue laissait place à un vieil homme avec des vêtements religieux. Un prêtre. C'était peut-être ce que je m'attendais, qu'on me disait au revoir. Un grand vide m'a envahi alors que le prêtre récitait des prières. Il était temps. Je me suis levée, je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Cette porte tant redoutée, je l'ai ouverte et j'ai fait un pas à l'extérieur. Quand j'avais 8 ans, je suis partie en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs et les gens pouvaient s'asseoir. J'y ai rencontré une autre petite fille et j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec elle à squatter ce petit endroit. On adorait se raconter des histoires d'horreur. Ce qui n'a pas aidé pour la suite. Un soir, nous étions tous les deux seuls et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pain, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la rééclencher. Alors donc, à un moment, je suis allée, sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Les 10 premières minutes, nous pensons qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait à se couper régulièrement. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'entendre, la terreur était totalement, et nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence, mais cette maison était totalement inconnue, inoccupée. Plein de trucs bizarres se sont passés en général pendant ces vacances. J'ai même fini par me demander si tout ça avait vraiment eu lieu. Et quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvée sur Facebook, et l'une des premières choses qu'elle m'a dit, tu te rappelles du petit garçon qui a disparu? La malédiction des Mayer. Brutin Mayer n'a jamais connu son père. Disparu mystérieusement à l'âge de 50 ans. Personne ne l'a jamais revu. Pas un corps, pas un indice, juste rien. Brutin, lui, allait justement avoir 50 ans demain. Il comptait fêter cet anniversaire en famille avec ses 2 enfants adultes de 25 ans et de 23 ans. Ce soir-là, la veille de son anniversaire, il s'endormit avec un étrange malaise au fond du ventre, comme un mauvais pressentiment qui ronde l'esprit. Mais à minuit pile, il se réveilla. Brutin n'avait jamais le sommeil agité, c'était inhabituel, personne pensant qu'il était déjà le matin. Il se leva et ouvrira les rideaux, noir total. Pas l'ombre d'une lumière, même pas celle de la lune. Il fronça les sourcils, perplexe, referma les rideaux et retourna se coucher. Quelques minutes plus tard, il se réveillera encore. Il ouvrira de nouveau les rideaux. Toujours la nuit, plus noire qu'avant.
comme si la nuit s'était figée. Quelque chose n'allait pas, mais il décida de l'ignorer une fois de plus, jusqu'à ce qu'il se réveille une troisième fois. Cette fois, il n'y avait plus seulement du noir derrière le rideau, mais il y avait une lumière rouge. Intrigué, Brutin enfla un manteau et sortit dehors. Sa maison était perdue au cœur d'une forêt dense, silencieuse. Aucun son d'oiseau, pas même le vent. Il avança lentement, suivant la lumière rouge qui semblait pulser entre les arbres, mais arrivé à l'endroit d'où elle semblait venir, rien. Il fait demi-tour, et c'est là qu'il a vu une ombre noire se détacher à peine de l'obscurité, mais ses yeux rouges sang étaient bien réels. Ils brillaient derrière un tronc d'arbre. Brutin s'arrêta glacé. Qui est là? demanda-t-il, d'une voix tremblante. Pas de réponse, mais l'ombre avança lentement. Puis, la lune perça enfin les nuages et l'ombre fut dévoilée. La créature mesurait 2 mètres, courbée avec une vieille femme, rampant presque. Son corps était poilu, ses dents longues et acérées. Il avait des griffes tordues et des yeux rouges étincelants. Et au centre de son ventre, une bouche garnie de crocs. Il s'ouvrait lentement en un rictus monstrueux. Brutin hurla et courut vers sa maison, mais la créature était plus rapide. Elle l'attrapera, l'éventra avec ses griffes et églantit tout entier avec la bouche de son ventre, en laissant aucune trace. Le lendemain, 14 heures, ses 2 enfants arrivent chez leur père pour lui souhaiter son anniversaire, mais la maison était vide, aucune trace de Brutin, la voiture était toujours là, pas de signe de lutte, pas d'indice. Inquiets, ils appellent la police. Rien, aucune explication, mais René, l'aîné, sentit quelque chose clocher. Son instinct hurlait. Elle se mit à enquêter, remontant l'histoire de la famille de Mayer. Mayer. Et plus elle creusait, plus elle découvrait une vérité terrifiante. Son grand-père avait disparu à 50 ans, exactement comme Brutin. Et un arrière-grand-oncle aussi, et un autre encore avant lui. Chaque homme de la lignée Mayer disparaît à 50 ans. Toujours sans trace, toujours dans cette région. Elle découvrit d'anciens journaux, d'anciennes rumeurs, les légendes locales. Une entité ancienne rôdait dans les bois, une malédiction de sang transmise de génération en génération. Mais malgré ses recherches, elle ne put jamais comprendre comment l'arrêter. Elle savait seulement une chose, elle-même aurait bientôt 50 ans et le jour venu. Elle se réveillera à minuit. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires et aussi commentez, likez, partagez. Abonnez-vous sur mes autres réseaux sociaux et je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Bisous!